voir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où ça va être une interview ostéopathie parce que je suis avec un ami, Yann Pontière. Bonjour Yann. Bonjour Audrey, bonjour Julien. Et en fait, ce que j'aime chez Yann, c'est qu'il a une approche particulière de l'ostéopathie. Alors déjà, il n'est pas qu'ostéopathe, il est kinésithérapeute, ostéopathe, praticien en médecine chinoise et avec en plus de ça diverses formations dans le domaine de la thérapie, que ce soit la phytothérapie, la PNL, voilà. Mais au regard de ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est-à-dire l'ostéopathie, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de quel est ton regard finalement sur l'ostéopathie? Je sais que tu as participé à des recherches et donc en fait tu as fait certaines découvertes et qui t'aident d'un point de vue pratico-pratique à avoir un regard différent sur la personne, sur le fonctionnement de son corps et notamment aussi sur la posturologie. Donc est-ce que tu veux bien nous parler de ça s'il te plaît? Bien volontiers, puisque c'est une de mes passions, puisqu'on ne peut pas pratiquer l'ostéopathie sans passion. Donc la posture qui en fait est l'identité de l'homme, la façon dont on s'est verticalisé et dont on se présente à l'environnement. Alors on reçoit des informations de l'environnement, des informations visuelles, on reçoit aussi des informations en provenance de la bouche, on reçoit aussi des informations en provenance du pied, des récepteurs de la sole plantaire. On en reçoit aussi de la peau, des organes, enfin pratiquement tout, que ce soit os, articulation, fascia, peut participer aux informations posturales. Donc ces informations posturales vont déterminer la façon dont on se présente au monde. Alors ça c'est très important. Et aussi l'humeur qu'on peut avoir. On n'a pas la même posture. Je veux dire, si on vient d'apprendre que notre femme nous trompe et qu'on a un contrôle fiscal, que si on part en vacances en jet privé, parce qu'on a gagné au loto, avec 3 superbes blondes. C'est sûr. Bel exemple. Exemple choisi. Voilà, 3 ou 4, ça dépend. Mais... Et en fait, donc, qu'est-ce que nous dit cette posture? Cette posture, elle raconte notre histoire. C'est-à-dire que dans mon activité de praticien, j'ai cherché à comprendre pourquoi, quand on avait fait un traitement, et un traitement qui était bien mené, pourquoi on pouvait avoir des choses qui nous ramenaient en arrière. Pourquoi il y avait une mémoire qui ramenait sans arrêt les douleurs et qui ramenait la pathologie et les douleurs. Et très souvent, c'est parce qu'on gardait la même posture. Par exemple, si j'ai la langue qui va pousser contre les dents, je vais avaler de cette façon-là, en portant la tête en avant. Donc je vais avoir mal au cervical, je vais avoir du mal à respirer parce que je respire pas par le nez mais par la bouche. Et la nuit, je vais certainement faire des apnées du sommeil. Je peux avoir des maux de tête, c'est très facile de soulager des maux de tête simplement avec 2 cotons de Monterre. Et aussi les douleurs cervicales, de libérer les rotations. Généralement, à la première séance, les rotations c'est fait. Pour le tour complet, j'attends un peu plus. Donc en fait, d'un truc tout bête, c'est-à-dire juste le fait de ne pas avoir la langue qui colle au palais de la bonne façon, ça peut commencer à engendrer vraiment toute une cascade de réactions en chaîne qui peuvent finir par être invalidantes. Oui, tout à fait. D'abord, ça va se voir déjà à la position des dents. On a des dents un peu écartées, comme je vois que tu as. Oui, on l'a déjà vu ensemble. Voilà, vous le savez aussi, j'ai des problèmes de dos et Yann me soigne en partie notamment. Et c'est vrai que moi, je déglutis de la mauvaise façon. et donc, ce qui participe à mes problèmes de dos. Voilà, c'est quelque chose de très fréquent, je remarque ça chez les enfants. Pour l'orthodontie, puisque c'est un facteur énorme de récidive, quand ils ont porté pendant quelques années, 4-5 ans, des bagues, un appareil, généralement ça coûte très cher aux parents. Les enfants, eux, la plupart du temps, ça leur fait pas plaisir. Et on leur enlève les bagues, et 6 mois après, tout refoule le camp, parce que la langue est toujours en train de pousser contre ses dents. Et généralement, c'est toujours dans ce cas-là, c'est le mou qui va gagner contre le dur, c'est-à-dire la langue par rapport aux dents et à la position de la mâchoire. Voilà, donc ça, c'est un facteur très important de récidive, mais pas simplement de récidive orthodontique. Par exemple, les gens qui ont eu un accident,
et qui présentent un goût du lapin, le whiplash injury des anglo-saxons, c'est-à-dire qui ont un blocage crânio-sacré, et ça peut être très grave, parce que si ce n'est pas corrigé dans le temps, ben, ça va apporter énormément de déséquilibre neurovégétatif et ça peut aller jusqu'à la dépression, avec même oubli du trauma initial. Donc ça sera très important de libérer la mâchoire, de libérer la position de la mandibule et aussi toutes les tensions musculaires qui peuvent en résulter. Et les tensions musculaires qu'on va avoir au niveau de la mâchoire vont être responsables, je ne dis pas de 99, mais de 100% des migraines. Et pour soulager une migraine de côte dentaire, faites avaler correctement les jambes et vous allez voir que la migraine se résout en quelques minutes, sans prise d'aucun médicament. D'accord, ok. Et ça pour tout genre de migraine? Pratiquement tous les genres de migraines, sauf celles qui sont dues par exemple à une tumeur cérébrale. Oui, évidemment. J'ai collaboré à Rome avec le Policlinico Umberto I, où il y a 11 centres anti-migraineux. Donc j'ai collaboré avec un, pas avec les 11, mais... Alors ça, c'était assez intéressant parce que les gens étaient déjà bilantés, donc on savait s'ils avaient déjà passé un migraine, il y avait déjà un diagnostic de posé. Et simplement, avec quelques séances d'ostéopathie, j'ai eu la chance d'avoir un neurologue italien qui me disait « Yann, tu te rends compte, ces gens-là, ils prenaient la pilule, la pastille, comme ils disent, tous les jours, et avec une séance d'ostéopathie par mois, ils vont bien. » C'est pas moi qui l'ai dit. C'est plutôt génial. Et en fait, c'est assez fou je savais même pas que des problèmes ostéopathiques pouvaient conduire à la dépression. Est-ce que tu peux me rappeler le mécanisme par lequel un problème je sais pas, de choc ou de posture peut entraîner une baisse de morale aussi importante qu'une dépression? Alors, on fonctionne, l'organisme a ses rythmes. Il y a un rythme crânien qui se transmet à l'ensemble de l'organisme, et notamment ce qu'on appelle un rythme crânio-sacré. Tu as déjà entendu le terme de crânio-sacré. Maintenant, il y a beaucoup d'ostéopathes en France depuis que c'est reconnu. Et comme j'ai pris un abonnement chez les ostéopathes. Voilà, donc tu as déjà entendu le terme de crânio-sacré. Et en fait, il n'y a pas de dépression sans périnée qui est très serré. Et ça va bloquer ce qui se passe au niveau du sacrum. Et ça va ralentir en haut, aussi par le jeu des membranes, la dure-mère, la faute du cerveau, la faute du cervelet. Ça va ralentir ce rythme dont on parlait tout à l'heure, ce qu'on appelle en ostéopathie le mécanisme respiratoire primaire, qui doit être de 10-12 par minute. Et lui, il va descendre. Et la transmission entre la tête et les fesses, elle ne se fait plus. Et c'est quand la tête et les fesses ne vont pas d'accord que là, les problèmes commencent. Je n'ai rien inventé, je le dis comme ça même à mes élèves, parce qu'au moins comme ça, ils s'en rappellent. C'est sûr, c'est sûr. Et donc, en fait, que ce soit un choc ou un problème de posture, toi tu dis que souvent ça vient, très souvent, c'est d'ailleurs vraiment ton axe de travail principal, de travailler sur les mâchoires des personnes, parce que c'est la base de beaucoup de blocages qui vont se répercuter un petit peu partout. Mais est-ce que ces blocages physiologiques sont arrivés d'eux-mêmes, ou à cause d'une mauvaise posture, etc. Ou est-ce qu'il y a d'abord un problème de vie à l'origine d'un serrement des mâchoires, ou quelle est la cause des causes en fait? Qu'est-ce que toi tu vas chercher dans ta pratique? La cause ultime de toutes les causes, je ne la connais pas. Mais ce que je vais chercher dans ma pratique, souvent, comme tu le dis, les tensions qu'il peut y avoir sur les mâchoires, la mâchoire, ça a beaucoup de fonctions. Ça sert à manger, ça sert à mastiquer, ça sert à respirer, ça sert aussi à parler. Ça c'est très important. Donc tous les non-dits, avec le stress, on serre les dents, et aussi avec ces non-dits, ces paroles qui ne sont pas sorties, qui vont vraiment s'imprimer, se cristalliser dans le corps. Et là, ça devient douloureux, voire très douloureux. On n'est même plus, pour moi, à un niveau de douleur physique, on est vraiment au niveau d'une souffrance. Et donc, j'ai cherché à avoir des explications et à retracer l'histoire des gens
par une lecture du corps, une histoire de vie, qui est une histoire de maladie, là où les mots MAUX du corps représentent aussi les mots MOTS de l'âme. Et bon, c'est pas moi qui ai dit ça, c'est Platon déjà, ça doit dater un peu. Donc le corps, lui, va s'exprimer par une symbolique. Et ça peut être une douleur dans une épaule. L'épaule, ça sert à quoi? Ça sert à orienter le bras dans l'espace pour réaliser quelque chose. Donc l'épaule, c'est le départ, c'est le projet. Et donc très souvent, les problèmes d'épaule, surtout à droite, c'est dans le travail. À gauche, ça peut être plus facilement à la maison, etc. Le coude, ça sert à quoi? Ça sert où je maintiens les gens à distance, ou je les embrasse. Alors pour maintenir à distance, on a rarement des problèmes. Donc quand il y a une douleur de coude, je pose la question, mais qui est-ce que vous ne pouvez pas embrasser? D'accord. Ok. Et bien d'autres choses encore, mais on ne va peut-être pas détailler tout ça aujourd'hui. C'est vrai qu'on fera également une deuxième interview avec Yann et ma maman. Parce que Yann et ma maman travaillent ensemble. Donc ma mère est sophrologue et professionnelle en communication bienveillante. Donc peut-être que vous avez entendu parler de la CNV et vous avez une approche de Marshall Rosenberg. Oui, de Marshall Rosenberg. Et donc vous avez une approche, créer une méthode un petit peu ensemble pour toi tu libères les personnes de leurs mots MAUX et elles œuvrent plutôt sur la verbalisation et les reformulations, que ce soit envers soi ou envers l'autre. Donc voilà, pour une libération plus... C'est important parce que toujours ce qui est anxiogène pour l'être humain, c'est l'inconnu. Et dès l'instant où on peut raconter son histoire, eh ben déjà le fait de pouvoir me dire, le fait de pouvoir raconter ce qui se passe à l'intérieur de mon corps, c'est déjà un soulagement énorme. Et j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec ta maman parce que ça ouvre un univers fantastique et vraiment ça aide les gens dans leur chemin de vie. C'est sûr. Et ça fait aussi une approche très yin-yang avec ma mère. Et toi, comme ça c'est bien un cabinet d'ostéopathe où il y a la petite affiche, si ça fait mal, c'est que ça fait du bien, parce que c'est vrai que pour être passé sur ta table, des fois c'est un petit peu rock'n'roll. Et est-ce que c'est justement le fait que dans ta pratique, en fait, tu passes vraiment par... tu appuies sur des points qui peuvent être vraiment douloureux. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Alors, quand on se sert de ces points douloureux, comme je t'ai dit, c'est pour accéder non pas à une douleur, la douleur elle est dans le corps. C'est relié par un nerf au cerveau, ça active des zones cérébrales, et là la douleur va avoir lieu. Alors la douleur, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas bien encore. Par exemple, il y a certains organes qui ne sont pas véritablement innervés par des voies douloureuses, et pourtant on sait très bien qu'on peut avoir mal au ventre, on sait très bien que... Et ça, il n'y a pas encore véritablement de substratum neurophysiologique. Donc la douleur, c'est un phénomène qu'on connaît mal. Et le réduire à quelque chose simplement de physique, pour moi, c'est réducteur. Donc je te disais tout à l'heure, on ne parle pas de douleur, ce qui en fait, je pense que derrière la douleur du corps se cache une souffrance de la personne, de la personnalité, de l'âme. Et donc en fait, quand ça fait mal, c'est parce qu'il y a, au-delà de la douleur, il y a une souffrance derrière. Voilà. Quand tu prends deux personnes avec deux histoires différentes, tu touches les mêmes points, il y a des personnes qui pourraient avoir mal et d'autres... le même résultat. D'accord. Et les gens ont l'impression qu'on appuie très fort, alors que des fois, on est simplement en contact. Une fois que le circuit neuronal est enclenché, plus besoin, il suffit d'effleurer le point et ça continue à faire très mal. Parce qu'on est vraiment sur une mémoire de quelque chose. Quand on a une émotion, quand j'ai peur, voilà, je vais avoir, je lève mes épaules, je vais chercher à me protéger. Ça va rester en mémoire dans le corps. Et là, on ne veut pas y aller, on n'a pas envie de retourner dans cette émotion-là parce qu'elle a été désagréable. C'est bien évident. Donc, on va chercher à recréer, à ramener cette mémoire-là. Et au bout d'un moment, le corps, lui, va se mettre à trembler. Je ne sais pas si tu te rappelles. Si, bien. Voilà, ce qui va permettre, c'est un peu comme une crise de tétanie, ce qui va permettre une remise à niveau de toutes les tensions musculaires
qui vont agir aussi sur la posture. Donc en fait aussi, ce passage par la douleur est quelque part comme une initiation. C'est tout ce qui était enfui a besoin de repartir et c'est peut-être avec la même intensité que le mal que ça peut nous faire de façon inconsciente quand c'est logé au quotidien à l'intérieur de nos cellules. Oui, alors je te remercie de parler de ça comme un passage initiatique, mais la façon de le vivre appartient à chacun. Il y a des gens qui vont le vivre d'une certaine façon et d'autres qui vont le vivre des fois plus difficilement. Mais ça ne nous appartient pas forcément. En tout cas, ça va permettre une autre stratégie parce que ça permet justement de revenir dans le corps complètement et au mental de lâcher. Parce que le mental, lui, il est là, derrière, il contrôle. Il dit non, je ne veux pas aller là parce que là, c'est désagréable, ça me fait mal. Donc il n'aura pas envie d'y aller spontanément. C'est ça l'idée, c'est de vraiment faire lâcher ce contrôle et de passer sur une autre stratégie d'équilibration. Et maintenant, je veux dire, avec les travaux sur le stress, il a été démontré que tout ça, ça va agir sur le fonctionnement physiologique du corps. C'est ça qui est important. C'est que dès l'instant où j'ai des émotions, ces émotions, elles, ça va perturber le fonctionnement physiologique. Et la plupart du temps, dans le système neurovégétatif. Celui qui est automatique, celui qui n'est pas contrôlé. Donc celui où on n'a pas forcément accès de façon consciente. Parce que sinon, ça serait très simple. Je veux dire, les psychologues, ils auraient jackpot à 100%, il suffirait de parler des choses et tout irait très bien. Mais là, c'est dans le corps que ça se passe. Alors là, ça devient plus compliqué comme approche. Et moi, j'ai toujours aimé la transversalité, c'est-à-dire en posture, on travaille sur les capteurs, les yeux, les dents, les pieds, la peau aussi, les cicatrices. Je peux très bien avoir une cicatrice d'appendicite. Si ça tire, inconsciemment, je vais modifier ma posture. Donc, je vais venir un peu en avant et je vais me pencher un peu de ce côté-là. Et donc, tant que je n'ai pas relâché les adhérences que je vais avoir au niveau de ma cicatrice, je vais avoir les lombaires qui vont se mettre en latéroflexion et tourner, etc. Les ostéopathes connaissent bien. Et bon courage. Ou alors, on leur donne un abonnement à l'année, ils viennent tous les mois, au bout de la 3e séance, on sait ce qu'il faut faire. On va toujours refaire systématiquement la même chose. Voilà les questions que je me suis posées au cours de mes années de pratique. Mais pourquoi ça revient systématiquement? Parce qu'il peut y avoir une cicatrice, parce que je suis myope et que j'ai tendance à me mettre comme ça, parce que je déglutis mal, et qu'à chaque fois que j'avale, je porte la tête en avant, donc je vais tirer sur les cervicales, et aussi, pour ne pas me casser la gueule en avant, je vais tirer aussi sur les muscles lombaires. Donc il y a les lombalgies qui peuvent avoir une origine très haute. Donc en fait, c'est 50-50. Toi, tu fais 50% du boulot et la personne, elle, de son côté, doit aussi mettre un petit peu la main à la pâte pour transformer certaines de ses habitudes, peut-être de ses façons de penser. Il y a des choses dans son quotidien, en fait, qu'il est impératif de changer. Sinon, c'est dans un mois, on se revoit, quoi. Exactement. Et des fois, on a besoin d'autres praticiens, on a besoin d'un orthoptiste, on a besoin d'un optométriste, on a besoin d'un dentiste, on a besoin d'un orthodontiste, on a besoin d'un podologue. Et c'est difficile, je vais dire, d'exister tout seul. Oui, c'est sûr, c'est sûr. On est tous en interrelation. Donc c'est vraiment élargir finalement un petit peu le regard de l'ostéopathie grâce à cette transversalité. Voilà. La croissance, elle est dans la transversalité, qui va permettre la rencontre avec l'autre. Aussi bien l'autre qui est praticien d'une autre discipline, mais en même temps, je veux dire, on rencontre d'autres personnes qui vont enrichir de leur regard, qui vont enrichir ma pratique. J'ai beaucoup appris avec les dentistes. J'ai passé des années derrière un fauteuil dentaire, ça fait presque 30 ans maintenant, et surtout en orthodontie. Donc à traiter les gamins à partir de 6 ans. Plus on les traite tôt, mieux c'est. C'est pas la peine d'attendre. C'est bien peut-être aussi d'avoir un petit check-up pédiatrique à ce niveau-là, avant que les problèmes ne commencent. Si déjà on peut voir qu'il y a
des grincements de dents, qui a des problèmes de posture des petits, ça pourrait éviter que plus tard, parce que c'est vrai que c'est de plus en plus. Je ne sais pas, est-ce que depuis le temps que tu es ostéopathe, est-ce que tu as vu un accroissement de personnes qui souffrent de problèmes articulaires, lombaires, de problèmes ostéo? De problèmes ostéo, pas vraiment. Parce que pour moi, les problèmes ostéo, c'est pas simplement articulaire. Ça peut être une gastrite, ça peut être des maux de tête, ça peut être des douleurs de règles, ça peut être une infertilité. C'est vraiment très large. Hein, l'ostéopathie, l'ostéopathe, c'est pas que le gars qui est là pour faire craquer 3 vertèbres parce que ça fait mal, hein, généralement derrière, dans le dos. Mais ça peut s'adresser à des problèmes de digestion, ça peut s'adresser à des kystes ovariens, ça peut s'adresser... Des problèmes de sommeil. Voilà, des problèmes de sommeil qui font le lit de la dépression. Maintenant, on le sait, ils commencent à donner des médicaments qui rétablissent les cycles de sommeil. Donc, il y a des gens de plus en plus qui viennent pour du stress et pour des problèmes de sommeil. Et ça, entre l'ostéopathie et la médecine traditionnelle chinoise et la phytothérapie, ça marche très bien. Quelques gouttes de petits grains bigaradiers sur l'oreiller. Et on dort mieux. Voilà. On va voir, on va faire de beaux rêves tout roses. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as apporté pendant cette interview. Et puis merci à vous aussi de nous avoir suivis. Donc il y aura une suite à cette vidéo, mais cette fois-ci aussi avec ma maman. Voilà, je ferai une interview de tous les deux. Donc vraiment plus sur la méthode qu'ils exercent en fait au quotidien. Donc sur les mots MAUX et les mots MOTS. Et puis voilà, donc nous nous revoyons dans très peu de temps. Merci à vous de nous avoir suivis et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Merci, à bientôt. Merci Audrey, merci Julien.